Ce n'est pas seulement un grain de maïs, c'est la clé d'un système mondial invisible, une gigantesque machine économique qui façonne silencieusement notre monde. Son parcours, d'une modeste graine à votre assiette, recèle des secrets étonnants sur la technologie, le pouvoir et l'avenir de toute la planète. Dans les 20 prochaines minutes, nous allons ensemble lever le voile sur ce mystère. Pour comprendre ce parcours, nous devons commencer là où il naît, à une échelle inimaginable. Le cycle de vie du maïs moderne ne débute pas dans un champ, mais dans un laboratoire. Pour obtenir des rendements gigantesques, l'agriculture américaine a recours à une technologie controversée. Aujourd'hui, plus de 90% des surfaces de maïs cultivées aux États-Unis sont des variétés génétiquement modifiées dont l'ADN a été ajusté pour résister aux parasites et tolérer les herbicides. Ces semences de haute technologie sont ensuite plantées grâce à des machines autonomes guidées par GPS dans des États comme l'Iowa ou l'Illinois, sur une superficie totale supérieure à celle de l'Autriche et de la Suisse réunies. Dès son point de départ, il ne s'agit déjà plus d'une agriculture traditionnelle, c'est une industrie pesant plus de 50 milliards de dollars par an et un empire économique mondial est en train de se former. Lorsque les champs de maïs virent au jaune doré, une formidable course contre la montre commence. Et l'arme principale de cette course, ce sont des géants d'acier. Les moissonneuses-batteuses de John Deere ou Case IH, dont la valeur peut dépasser un demi-million de dollars chacune, ne sont pas de simples récolteuses. Ce sont de véritables usines mobiles capables de traiter de 8 à 12 rangs de maïs simultanément. En une heure seule, une machine unique peut récolter une quantité de maïs qu'il faudrait à 100 agriculteurs expérimentés une journée entière de travail ininterrompu pour obtenir. L'investissement massif dans cette technologie n'est pas un choix, c'est une nécessité. Car dans la chaîne d'approvisionnement mondiale valant des milliards de dollars, chaque heure de retard se traduit par des pertes financières colossales. Cependant, l'image de ces machines valant un demi-million de dollars ne reflète pas la réalité mondiale de la culture du maïs. En réalité, ailleurs, l'histoire est totalement différente. Quittons un instant les États-Unis pour nous rendre en Afrique subsaharienne, où le maïs est également une culture vivrière essentielle, nourrissant des centaines de millions de personnes. Ici, la récolte repose encore largement sur la force humaine et des outils rudimentaires. Les rendements y sont nettement plus faibles et les pertes post-récolte peuvent atteindre des niveaux alarmants de 20 à 40%. Ce contraste saisissant n'est pas seulement une question de technologie, il révèle une vérité économique. Il montre comment la machine économique mondiale répartit de façon inégale la puissance technologique et la prospérité à travers la planète. L'un des facteurs les plus déterminants pour le rendement du maïs est l'eau. Les vastes champs américains consomment une quantité colossale d'eau douce, une ressource de plus en plus précieuse. Mais dans le désert aride du Negev en Israël, une révolution agricole silencieuse est en cours. Des entreprises technologiques pionnières, comme Netafim, ont mis au point et perfectionné un système d'irrigation goutte à goutte, piloté par intelligence artificielle. Au lieu d'arroser de manière indiscriminée, ce système utilise des senseurs pour analyser l'humidité du sol et les besoins de chaque plante, puis fournit avec précision, jusqu'à la goutte, l'eau et les nutriments nécessaires directement aux racines. Cette technologie peut réduire jusqu'à 70% le gaspillage d'eau par rapport aux méthodes traditionnelles. Ce n'est pas seulement une solution pour le désert, c'est peut-être l'avenir de l'agriculture mondiale. Dès que la trémie de la moissonneuse est pleine, le maïs est immédiatement transféré vers des camions en attente. La course n'est pas terminée. Pour le maïs doux, la contenant de sucre naturel, facteur déterminant de son goût et de sa valeur, commence à diminuer rapidement dès que l'épi est séparé de la tige. Par conséquent, une exigence stricte s'impose. Le trajet du champ jusqu'à la porte de l'usine de transformation doit être accompli en moins de 8 heures. L'ensemble de ce processus est une danse logistique complexe coordonnée par des systèmes de géolocalisation par satellite et des algorithmes d'optimisation de trajet. Dans le monde de cette machine économique, le retard n'a pas sa place. Et voici la destination. L'usine de mise en conserve, véritable forteresse de l'automatisation. À l'intérieur, le rôle de l'homme se limite principalement à la surveillance, tandis que les tâches pénibles sont entièrement confiées aux machines. Le maïs passe par des systèmes de nettoyage, d'égrenage et d'écossage à une vitesse vertigineuse. L'une des étapes les plus importantes est le blanchiment, ou blanching.
Le maïs est rapidement plongé dans de l'eau chaude ou exposé à de la vapeur à une température précisément contrôlée. Ce procédé permet d'inactiver les enzymes naturelles susceptibles d'altérer le produit tout en préservant au maximum les vitamines et minéraux. L'ensemble de la chaîne fonctionne selon la norme HACCP, un système de contrôle strict garantissant une sécurité alimentaire absolue, condition indispensable pour que le produit puisse être commercialisé. Ce modèle d'usine ultra performant n'est pas l'apanage exclusif des États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, en Bretagne, région française à forte tradition agricole, les usines de mise en conserve de marques connues comme Bonduelle ou Dossi vont même plus loin. Conscientes de la pression environnementale, certaines installations ont intégré des éoliennes sur site pour produire une énergie propre couvrant une partie de leurs besoins de production. C'est un exemple concret de la façon dont la machine économique mondiale, sous la pression des consommateurs et de nouvelles réglementations, commence à s'ajuster pour répondre aux exigences d'un cycle de vie produit plus durable. Une fois les grains de maïs dorés scellés hermétiquement dans leur boîte, leur véritable voyage commence. Une boîte de maïs que vous prenez au hasard dans un supermarché à Paris peut avoir un passeport bien plus complexe que vous ne l'imaginez. La semence peut provenir d'un laboratoire du Missouri aux États-Unis, elle est ensuite cultivée dans un champ en Hongrie. Puis, elle est transportée dans une usine du nord de l'Italie pour être mise en conserve dans une boîte en acier fabriquée en Allemagne avec une étiquette imprimée en Pologne. Elle a discrètement traversé 5 pays différents avant d'arriver entre vos mains. La raison de cette complexité est purement économique. À chaque étape, les groupes industriels optimisent les coûts de main-d'œuvre, de droits de douane et de transport. C'est là l'essence même de la mondialisation, illustrée à la perfection par un produit en apparence banal. Cependant, la domination de quelques nations dans la chaîne d'approvisionnement du maïs n'est pas une constante immuable. Cette machine économique est extrêmement sensible aux soubresauts géopolitiques. Lorsque le conflit russo-ukrainien éclate en 2022, la chaîne d'approvisionnement en maïs en provenance du grenier de blé de l'Europe est gravement perturbée. Immédiatement, un immense réajustement se produit sur l'échiquier du commerce mondial. Les grands importateurs européens et chinois, dépendants de l'Ukraine, sont contraints de se réorienter en urgence. Les flux commerciaux se détournent brusquement vers l'Amérique du Sud, entraînant une envolée des commandes de maïs brésiliens et argentins. Une guerre en Europe de l'Est peut ainsi directement modifier le destin et les revenus de millions d'agriculteurs à l'autre bout du monde. Dans un monde interconnecté, tout est lié. La majorité du maïs bon marché et à haut rendement que nous avons vu circuler dans cette machine économique a une origine commune, la semence génétiquement modifiée. Mais c'est en Europe, et particulièrement en France, qu'une forte opposition émane d'une large partie des consommateurs. Les inquiétudes concernant les effets potentiels sur la santé humaine et la biodiversité ont provoqué une vague de boycotts silencieux mais déterminés. Cela a mené à un affrontement tendu. D'un côté, la machine économique exigeant productivité et efficacité maximale grâce aux OGM, de l'autre, les consommateurs réclamant toujours plus de naturel et de transparence dans l'alimentation. Une bataille dont l'issue reste incertaine. La réponse du marché à cet affrontement se trouve directement sur les rayons des supermarchés, le maïs biologique ou bio, comme on l'appelle en France. Dans des régions agricoles prospères comme la Normandie, des mouvements de culture locale de maïs sans OGM ni produits chimiques de synthèse se développent progressivement. Ce modèle répond précisément à la demande d'un segment croissant de consommateurs. Mais le prix à payer pour cette naturalité est élevé. Des rendements à l'hectare plus faibles, des méthodes de culture plus exigeantes et au final, un prix de vente pouvant être 2 à 3 fois supérieur à celui d'un produit standard. En définitive, il s'agit d'un choix économique. Les consommateurs prouvent qu'ils sont prêts à payer davantage pour un cycle de vie produit en lequel ils ont confiance. Une grande question persiste dans l'agriculture à grande échelle. Que faire des millions de tonnes de déchets organiques après chaque récolte, comme les tiges et feuilles de maïs? Selon la logique traditionnelle, elles seraient brûlées ou laissées à se décomposer. Mais en Allemagne, pionnière des énergies renouvelables, on a vu une opportunité en or dans ces résidus. Des usines de biogaz ont fleuri dans les campagnes. Les tiges et feuilles de maïs sont collectées et fermentées dans d'immenses vastes clos. Ce processus de décomposition anaérobie produit du méthane, un gaz pouvant être brûlé pour actionner des turbines et produire de l'électricité. Cette énergie peut alimenter l'usine elle-même, les exploitations agricoles voisines ou être rejetée dans le réseau électrique national.
La fraction solide restant après la décomposition devient un engrais organique extrêmement riche en nutriments, retourné au champ. C'est un exemple parfait d'économie circulaire, où rien n'est considéré comme un déchet. Chaque sous-produit est étudié et transformé en une nouvelle source de revenus, complétant ainsi le cycle de vie du maïs de façon optimale. Le cycle du maïs ne s'arrête pas à l'alimentation ou à l'énergie. Au Japon, pays toujours en quête de solutions technologiques de pointe pour les problèmes environnementaux, les scientifiques transforment le maïs en une arme contre la pollution plastique. En fermentant l'amidon de maïs, ils peuvent produire un polymère appelé acide polylactique ou PLA. Le PLA est un plastique biosourcé dont les propriétés sont similaires à celles des plastiques traditionnels issus du pétrole. Il peut servir à fabriquer toutes sortes de produits, des bouteilles d'eau et contenants alimentaires jusqu'aux fibres textiles. La différence révolutionnaire réside dans sa capacité à se biodégrader. Au lieu de persister pendant des siècles dans l'environnement, les produits en PLA peuvent se décomposer complètement, en conditions industrielles, en seulement quelques mois. Cela pourrait constituer une partie de la solution à la crise mondiale des déchets plastiques. Revenons au champ. La prochaine génération de machines agricoles prend forme et elle vient des Pays-Bas. Si la moissonneuse-batteuse américaine est le symbole de la force brute, les robots agricoles néerlandais incarnent, eux, l'intelligence et la précision. Des startups développent de petits robots autonomes équipés de caméras, de senseurs et d'intelligence artificielle. Ils peuvent circuler dans les champs 24 heures sur 24, accomplissant des tâches minutieuses comme le désherbage, la fertilisation ou même la récolte d'épis de maïs un par an, à leur stade de maturité idéal. Ces robots ne réduisent pas seulement la dépendance à la main-d'œuvre humaine. Fonctionnant à l'électricité, ils diminuent également les émissions de carbone par rapport aux machines diesel. Cela pourrait bien être l'aube d'une ère agricole totalement automatisée. Alors, à quoi pourrait ressembler l'avenir du maïs? En reliant les pièces venues d'Allemagne, du Japon et des Pays-Bas, se dessine un tableau prometteur. Un avenir où rien n'est gaspillé, où les déchets agricoles deviennent une source d'énergie propre. Un avenir où l'on crée des matériaux durables remplaçant le plastique à partir même de ce que nous cultivons. Et un avenir où des robots intelligents travailleront les champs de manière plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. La gigantesque machine économique semble apprendre à fonctionner en harmonie avec un véritable cycle de vie durable. Ainsi, nous avons parcouru ensemble un cycle complet de l'or des céréales. Nous avons commencé par une semence génétiquement modifiée dans les immenses champs américains, observé la technologie d'irrigation prodigieuse venue du désert israélien, constaté le contraste saisissant avec l'agriculture africaine, traversé des usines vertes en France et assisté au bras de fer autour des OGM en Europe. Ce voyage montre que le maïs n'est pas seulement un processus de production, mais bien un écosystème mondial, un réseau complexe d'économie, de politique, de technologie et de culture. Dans cette machine immense et complexe, il existe une force puissante que nous ne percevons pas toujours. Vous, le consommateur. Chaque décision d'achat, aussi petite soit-elle, est un signal envoyé dans le système. En choisissant une boîte de maïs bio, un produit d'origine locale ou un article à emballage recyclé, vous votez avec votre porte-monnaie. Vous contribuez à façonner l'avenir de l'agriculture que vous souhaitez voir. La tendance à la consommation consciente, ou conscious consumerism, devient peu à peu une force capable de réorienter cette machine économique colossale. On ne peut nier que la machine que nous avons explorée a accompli un exploit extraordinaire, produire une immense quantité de nourriture à prix abordable pour l'humanité. Mais une question essentielle demeure. Est-ce que l'efficacité économique doit être la seule et ultime mesure du succès ? L'humanité peut-elle construire un système agricole mondial capable à la fois de nourrir 8 milliards de personnes, de protéger la fragilité de la planète et de garantir l'équité pour chaque agriculteur, qu'il soit aux États-Unis ou en Afrique? La réponse se trouve peut-être quelque part dans le prochain cycle de vie de l'or des céréales. Notre exploration du maïs s'achève ici. Que pensez-vous de ce système complexe que nous venons de découvrir? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur le monde invisible qui nous entoure. Gardez toujours en vous la curiosité.